Les années de procédure judiciaire ont enfin produit quelque chose. La Cour internationale de justice a rendu son jugement sur les réparations dues pour l'invasion de 1998 à 2003 par l'Ouganda. Le pays voisin est condamné à verser 325 millions de dollars à Kinshasa. Et à l'Est, l'armée a non savoir neutraliser 23 rebelles ADF lors d'un affrontement dans le Nord Kivu et l'Ituri. Une information livrée par le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Et les confessions religieuses ont au cours d'un point de presse salué les travaux réalisés par la CENI à travers la feuille de route publiée récemment. Ces religieux ont annoncé s'atteler déjà à la question du financement avec le gouvernement. Bienvenue à vous, très ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition du journal. Kinshasa a réclamé des réparations à hauteur de 11 milliards de dollars. La Cour internationale de justice en a décidé autrement. L'Ouganda est condamné à verser 325 millions de dollars pour les réparations dues à l'invasion de l'Est lors de la guerre de 1998 à 2003. Ce verdict tombe après des années de procédure judiciaire. 325 millions de dollars, c'est le montant de réparation fixé par la Cour internationale de justice à l'Ouganda qui devra être payé à la République démocratique du Congo qui, elle, réclamait 11 milliards de dollars. Ce montant correspond à l'évaluation des dommages infligés aux personnes et aux biens lors de la Deuxième Guerre du Congo entre 1998 et 2003, en particulier l'invasion puis l'occupation par l'armée ougandaise de la province de l'Ituri au nord-est du pays. Une somme qui se découpe en plusieurs tranches. D'abord, 225 millions de dollars pour les dommages aux personnes, car les juges ont estimé que 10 000 à 15 000 personnes étaient mortes en raison de l'occupation de l'Ouganda. À cela s'ajoutent les viols, les violences sexuelles et l'enrôlement d'enfants soldats. 40 millions de dollars seront versés pour les biens qui ont été détruits dans la province de l'Ituri, cette région de l'Est du Congo qui était occupée par l'Ouganda. Et 60 millions de dollars correspondent au pillage des ressources naturelles telles que l'or, le diamant et l'exploitation du bois. Toujours dans ces demandes, Kinshasa réclamait par ailleurs 25 millions de dollars pour favoriser la réconciliation entre les tribus des Ema et des Lindous, mais la Cour avait rejeté cette demande. En 2005, la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire de l'ONU chargé de régler les litiges entre États, avait jugé que l'Ouganda devrait payer des réparations à la RDC. Les deux pays n'avaient alors pas trouvé un accord sur le montant de la facture. L'Ouganda contestait les montants chiffrés par Kinshasa, estimant que son pays n'était pas seul impliqué dans cette guerre. Les choses ont traîné en longueur jusqu'en 2021, lorsque les deux parties présentaient enfin leur demande à la Cour pour qu'un arbitrage soit enfin rendu. Et au lendemain de cette condamnation, les acteurs de la société civile de l'Est du pays se disent être soulagés par ce premier pas. Selon eux, cette décision judiciaire marque un tournant historique dans l'affaire de l'invasion de l'Ouganda. Ils demandent par ailleurs que d'autres pays comme le Rwanda, le Burundi soient aussi condamnés pour les mêmes actes. On les écoute. Premièrement, pour nous, c'était une information de joie d'apprendre enfin que la Cour, disons la justice internationale a pu condamner l'Ouganda par rapport à toutes ces atrocités commises depuis les années 90 jusqu'à récemment, puisque les mouvements des ADF, c'est un mouvement prouvé que c'est d'origine ougandaise. Mais à notre grand désarroi, depuis novembre de l'année passée, ces mêmes troupes ougandaises rentrent encore sur le sol congolais sous prétexte de venir traquer les ADF. Et c'est une nouvelle que nous ne pouvons pas du tout applaudir, c'est une nouvelle que nous condamnons, puisque dès le départ, c'était pas du tout une intervention concertée. Donc le gouvernement a été pris au dépourvu et la société civile ne savait pas qu'est-ce que ces troupes qui avaient violé, volé, brûlé
viennent encore faire au Congo. Nous ne sommes pas totalement satisfaits au vu de la modicité de la somme qui a été fixée, 325 millions de dollars. Pour nous, ça nous semble un peu dérisoire si nous regardons les différentes conséquences que cette présence de l'armée ougandaise, cette occupation ougandaise a causé dans notre pays, que ce soit au niveau des pertes en vies humaines, que ce soit au niveau des dommages aux biens, mais également même au niveau des pillages de nos ressources naturelles. Nous estimons que cette somme n'est pas assez suffisante. Je le disais, les forces armées de la RDC ont neutralisé hier mercredi 23 terroristes ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Outre les rebelles tués, plusieurs effets de guerre ont été récupérés. On écoute à ce sujet le capitaine Anthony Mwalusha, porte-parole de Sokola 1 Sud, qui revient sur les circonstances de cet assaut. Écoutez, c'est dans les opérations ordinaires avec nos partenaires de la MONUSCO. C'était hier aux alentours de la ville de Mangina, à plus ou moins 15 km au nord-est, c'est-à-dire au village Makusa, où nos forces armées en combat, en patrouille de combat, se sont échangées avec les terroristes ADF-MTM dans leur campement qu'on a détecté grâce aux informations reçues par la population. Et au finish, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser 23 terroristes ADF et récupérer 4 armes de guerre de type AK-47. Après l'occupation de ces bâtiments, les forces armées ont continué avec les opérations de fouilles dans la zone et aussi équipement occupé, n'est-ce pas, j'allais dire, les 10 bastions, mais la situation est revenue calme. D'autres troupes sont en progression vers la direction qu'avait pris l'ennemi, mais je vous garantis, je vous confirme que la population va librement à ses occupations et la paix est rentrée dans cette zone. Le message, l'unique que nous pouvons passer aux jeunes de Mangina ou bien de l'ouest de Beni en général, c'est que l'ennemi a changé ses méthodes opérationnelles. L'ennemi a recruté d'autres jeunes pour, n'est-ce pas, intoxiquer les jeunes contre la MONUSCO. Donc, ils ont déjà commencé à lancer le message d'intoxication contre la MONUSCO. Et je rappelle à l'ensemble de la population que la MONUSCO est notre partenaire, c'est le partenaire privilégié des forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous sommes obligés de travailler avec la MONUSCO. Et ensemble, donc, nous devons travailler pour le retour de la paix. Donc, nous devons boucher les oreilles contre les intoxications dans les réseaux sociaux et dans les médias. Et en politique nationale, les confessions religieuses veulent des élections dans le délai constitutionnel, mais pour cela, elles demandent que ne soit pas mutualisée l'identification des électeurs au recensement de la population qui pourrait avoir une incidence sur la contrainte constitutionnelle du temps. Les chefs spirituels ont par ailleurs demandé à toutes les parties prenantes de jouer leur rôle. Nous sommes rendus à la CENI pour avoir de plus amples informations, nous imprégner au fait de ce qui s'est fait. Et le lendemain, il y a eu la feuille de route qui a été présentée. Donc ça nous apaise énormément. Et d'autant plus que dans cette feuille de route, nous avons épinglé certains éléments qui nous rassurent. Parce que cette fois-ci, il y a comme cheval de bataille dans le fonctionnement de la CENI, la sensibilisation. Alors là, et comme c'est mis au premier plan, et il y a également un cadre de concertation. Et pour nous, ça nous rassure, ça nous permet de pouvoir interagir en temps réel avec le bureau de la CENI pour pouvoir soit avoir des informations importantes et lui fournir ce dont elle aura besoin. Donc, c'est vraiment la bienvenue et nous encourageons, nous saluons cette manière de diligenter. Nous avons trouvé ces soucis au sein de la CENI où il n'y a pas de moyens jusqu'ici assez pour pouvoir
procéder à des actes et des actions sur terrain, mais on ne peut pas aujourd'hui communiquer sur ça parce que nous avons adressé une lettre, des correspondances demandant audience avec le Premier ministre pour pouvoir échanger sur cette question. C'est une responsabilité qui revient au gouvernement de pouvoir rendre la tâche facile à la CENI. Nous voulons que les responsabilités soient réparties et établies pour chacune des composantes ou des parties prenantes. Jusqu'ici, tout le monde veut qu'il y ait des élections. Nous devons manifester cette volonté. Et si le gouvernement peut tarder dans son fonctionnement, c'est ce que nous pensons ne sera pas le cas, ça risquera de lui être endossé comme responsabilité. Et dans l'actualité également, l'Institut congolais pour la conservation de la nature organise à partir de ce jeudi à Kinshasa les états généraux de la conservation de la biodiversité en RDC. Les thèmes retenus et évaluation du quinquennat 2011-2021 de la stratégie nationale de conservation de la nature et nouvelles approches et recherche de performances techniques et financières. Ces états généraux s'articulent sur la vision d'une industrie sociale de la protection de la nature par l'ICCN et la collaboration avec un écosystème performant de partenaires plutôt professionnels. Le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC, le docteur Jean-Jacques Muyembe, invite la population congolaise à rester vigilante, bien que nous allons vers la disparition du variant Omicron en RDC, avec comme constat la baisse totale de nombre des cas positifs à la Covid-19. C'était au cours du point de presse hebdomadaire tenu hier à l'INRB. Cette déclaration du patron de l'équipe de la riposte contre Covid-19 en RDC, le virologue Muyembe Tampfum, est une bonne nouvelle pour la population de la République démocratique du Congo, qui vient de subir de plein fouet la fureur du variant Omicron, avec près de 6000 cas de contamination par semaine, sans compter le nombre de décès. Bien qu'aujourd'hui, il y a une baisse très sensible de l'ampleur de la 4e vague, le docteur Jean-Jacques Muyembe rappelle la vigilance et le respect des mesures de précaution. Laver les mains le plus souvent possible pour éviter toute surprise dans les jours à venir. Mais nous sommes plutôt confiants que la pandémie est sous contrôle, n'est-ce pas, dans notre pays. Le seul couac, c'est la vaccination. La vaccination reste une préoccupation majeure pour les secrétariats techniques et il faut absolument que le programme élargi de vaccination augmente sa performance en ce qui concerne la vaccination de la population. Se disant victime d'incompréhension de la part de certains détracteurs, le numéro 1 de l'INRB se félicite lui-même et son équipe du résultat actuel de la situation de la pandémie et dit avoir oublié tous les colibés lancés contre lui. Il est possible que j'étais trop en avance. Il ne fallait pas aborder tous ces problèmes-là. Mais bon, j'étais mal compris. Comme rançon, j'ai eu donc des injures, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est du passé, ça. Ça, c'est du passé. Et cela m'a permis aussi de comprendre. Et je pense que nous ne sommes plus à ce niveau-là. La compréhension de la majorité de la population. Bon. Est beaucoup amélioré. Et ceux qui m'ont beaucoup critiqué, ils étaient les premiers à se faire vacciner. Pour moi, là, c'est une victoire. Sinon, les injures, là, j'ai oublié tout ça. Le docteur Muyembe insiste sur la vaccination et la multiplication de centres pour se faire vacciner. Au sujet d'une éventuelle 5e vague, le chef de la riposte contre Covid-19, le docteur Muyembe, a tenu à apaiser la population en rassurant que toutes les dispositions sont prises pour vite détecter les cas échéants et éradiquer le plus tôt possible. Quant à ce qui concerne l'assouplissement de certaines mesures barrières, comme le couvre-feu, pour Jean-Jacques Muyembe, le dossier a été
discuté au niveau du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie et les propositions ont été faites au président de la République pour les dispositions finales. Et en santé, encore une fois, après avoir refait surface dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la zone de santé de Miabi, mardi dernier avec 22 cas suspects, l'épidémie de la rougeole a ressurgi dans la zone de santé de Boudjala, dans la province du sud, Ubangui. Le ministre provincial de la santé de cette province a indiqué que plus de 300 cas ont été enregistrés à ce jour. Et on termine à l'international sans condamner le coup d'État militaire du 24 janvier dernier. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se disent être gravement préoccupés de la situation au Burkina Faso. Ces derniers ont tout de même réclamé aussi la libération du président renversé Roch Marc Christian Kaboré. Dans sa déclaration adoptée à l'unanimité le mercredi, le Conseil de sécurité n'a pas employé les termes de coup d'État militaire et ne l'a même pas condamné. Il s'est déclaré tout de même gravement préoccupé par le changement inconstitutionnel du gouvernement intervenu le 24 janvier au Burkina Faso, avant de prendre note de la suspension du pays de l'Union africaine et de la CEDEAO jusqu'au rétablissement rapide et effectif de l'ordre constitutionnel par les autorités militaires. Une précédente version de la déclaration obtenue par l'AFP et relayée par France 24 réclamait à la junte militaire le retour rapide à l'ordre constitutionnel, mais cette requête a été écartée du texte par Moscou lors des négociations, selon une source diplomatique requérant l'anonymat. Les 15 membres du Conseil de sécurité se disent inquiets de l'impact négatif des changements de gouvernement dans la région, tout en se référant au coup d'État intervenu au Mali et en Guinée. Ils ont également fait part de leur inquiétude face à l'augmentation des activités terroristes et à la situation socio-économique désastreuse pour cette même région. Les autorités sous-régionales peuvent compter sur les soutiens du Conseil de sécurité qui a affirmé vouloir accompagner la médiation régionale. Une mission conjointe de représentants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a été organisée récemment dans le pays. La déclaration du Conseil demande par ailleurs la libération et la protection du président Roch Marc Christian Kaboré et d'autres responsables gouvernementaux arrêtés ou mise en résidence surveillée lors du coup d'État militaire. On va passer au rappel des titres à présent. Les années de procédure judiciaire ont enfin produit quelque chose. La Cour internationale de justice a rendu son jugement sur les réparations dues pour l'invasion de 1998 à 2003 par l'Ouganda. Le pays voisin est condamné à verser 325 millions de dollars à Kinshasa. Et à l'Est, l'armée annonce avoir neutralisé 23 rebelles ADF lors d'un affrontement dans le Nord Kivu et l'Ituri. Une information livrée par le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord que vous avez suivi. Et en politique, les confessions religieuses ont au cours d'un point de presse salué l'équipe de la CENI par le travail réalisé à travers la feuille de route publiée récemment. Ces religieux ont annoncé s'atteler cette fois à la question du financement avec le gouvernement qui pourrait avoir une incidence sur la tenue des élections. Restez avec nous pour la revue de presse. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est la suite du journal et c'est avec la revue de presse, une revue de presse signée Jenny Kayembe qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Jenny. Merci Gaëtan Kouba-Burundi, bonjour à tous. Vous avez retenu deux sujets pour cette revue de presse. D'abord, l'invasion ougandaise en RDC durant la guerre de 1998 à 2003. Enfin, la Cour internationale de justice s'est prononcée.
Oui, c'était hier la plus haute juridiction du système des Nations Unies, chargée du règlement des différends entre États, a rendu les verdicts chargeant ainsi l'Ouganda comme responsable des exactions commises à l'encontre des populations civiles congolaises entre 1998 et 2003, ainsi que des violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, rapporte le potentiel online. L'arrêt de la CPI relève notamment le comportement de forces armées ougandaises qui ont commis, selon elle, de meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumain à l'encontre de la population civile congolaise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on détruit des villages et des bâtiments civils, ont manqué d'établir une distinction entre cibles civiles et cibles militaires et de protéger la population civile lors d'affrontements avec des combattants. Les forces ougandaises sont aussi jugées coupables d'avoir entraîné des enfants soldats, d'avoir incité au conflit ethnique et d'avoir manqué de prendre des mesures visant à y mettre un terme, ainsi que de ne pas avoir, en tant que puissance occupante, pris des mesures visant à faire respecter le droit de l'homme et le droit international humanitaire dans les districts de l'Ituri, rapporte ce site. Et Actualité.cd signale que les sentiments étaient partagés hier mercredi en Ituri, particulièrement meurtri par l'invasion ougandaise durant cette période. C'est le cas de Loda Losa, un habitant de Bunia. Ce dernier se félicite de l'arrêt de la CPI. Il a laissé entendre, je cite, « On applaudit parce que les Ougandais ont pillé nos biens, violé nos femmes et aujourd'hui ils doivent restituer ces biens-là. C'est notre droit. » Même réaction pour Edouard Uvoya, notable et pasteur de Bunia. Ce dernier accuse les soldats ougandais d'avoir à l'époque tué en masse. La dernière réaction, avant de boucler plutôt ce sujet, Gaëtan Koubabrandi, c'est celle de Christian Outeki, analyste politique et juriste, qui éprouve deux sentiments à la fois, des désolations et des satisfactions. Satisfaction, oui, parce que l'Ouganda a été condamné et c'est un motif de fierté pour nous, dit-il à nos confrères d'Actualité.cd. Pour lui, cette condamnation va dans le sens de la dissuasion de tout État qui tenterait de mener des activités militaires dans un autre État indépendant sans son accord. Désolation, oui, parce que le montant de 325 millions est très minime selon lui, au vu de tous les dégâts perpétrés sur les territoires congolais. Et on va boucler cette fois toute votre revue de presse avec ce sujet. Plusieurs sites et journaux parus ce matin dans la capitale reviennent sur l'affaire François Béat. Effectivement, affaire François Béat, aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques n'y sera tolérée, prévient la présidence de la République repris par Séturcide.cd. Elle appelle ainsi la population congolaise de manière générale à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations diffusées dans certains médias et sur les réseaux. Entre-temps, la coalition La Mouka de Martin Fayoulou, citée par forumdesas.net, dénonce un montage de coup d'État pour Blanchard Mungoba, secrétaire général de Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. C'est un faux coup d'État qui n'a d'objectif que de se débarrasser pour effacer une bonne fois pour toutes les traces dans l'histoire. Comme nous parlons de l'affaire François Béat, à ce sujet, La Prospérité écrit « Intérimaire de François Béat » qui est donc Jean-Claude Boukassa. L'homme, Gaëtan Koubabrandi, est détenteur d'un diplôme en intelligence artificielle et en informatique avancée, des diplômes obtenus au Canada et aux États-Unis d'Amérique. C'est un assistant principal extérieur de François Béat qui a beaucoup contribué, selon ce média en ligne, dans la communauté. En 2018, il avait mis ses compétences à profit dans les élections. Merci Jenny Kayembe. Vous êtes déjà en rouge-noir là, je vois. Oui, hein, c'est déjà la Saint-Valentin. Merci Jenny Kayembe. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes. Et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.